Bonsoir Loïc, Merci, bonsoir Dimitri, comment? comment vas-tu? Ah, ça va, tout en forme. Ok, super. En tout cas, c'est un plaisir Mhm, pour nous de te recevoir sur la plateforme African Valley. Et mhm, ce soir, pour nous, cette thématique vient à point nommé puisque ça fait partie des leviers que nous avons identifiés, puisqu'il y a énormément d'études qui nous disent que d'ici 2030, le revenu généré par l'agriculture représenteront près de 1000 milliards de dollars. Donc, cela ne nous laisse pas indifférents et nous, on pense mhm, que ça ne va pas se faire sans nous. Et c'est pour ça, comme toi, tu es déjà bien en avant, nous sommes heureux mhm, de t'avoir parmi nous pour que tu puisses en effet nous aider à comprendre mieux cette économie et aussi donner les clés mhm, pour que chacun puisse en sortir. Donc, ma première question va être, quel est ton mhm. parcours? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Loïc? D'accord. Alors déjà, bonsoir à tous ceux qui participent à la réunion. Je suis content de toujours partager le peu de choses que je connais avec de nombreux Africains. Donc voilà mon parcours. Je vais commencer à l'université parce que au secondaire, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, j'ai fait mes études universitaires en économie, en gestion au Cameroun. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait l'administration des affaires, donc pour lequel j'ai eu un bachelor. Donc, déjà, avant de voyager, je m'étais déjà lancé dans l'agriculture, mais à très, très petite échelle. Et je fais aussi des petits business de part et d'autre, pas très intéressants. Donc, c'est lorsque je suis rentré que j'ai décidé de vraiment m'y mettre dans l'agriculture à 100%. Et aujourd'hui, je produis principalement le maïs, les poulets, les chais et les porcs. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la production. Donc, avec le temps aussi, je me suis rendu compte du besoin de formation en agriculture. Donc, j'ai ouvert un centre de formation professionnelle dans les métiers de l'agriculture qui s'appelle Agri-Business Academy. Donc, entre autres, je suis aussi auteur parce que j'ai écrit un livre 10 clés pour réussir dans l'agro-business en Afrique. Donc, voilà en gros ce qui m'occupe au quotidien. Donc, peut-être avec tes questions et avec les questions des autres, ça va me permettre de dire plus si je n'ai D'accord. pas tout dit pendant la présentation. Ok, super. Mais déjà, merci Mhm. pour ce point. Tu as dit Mhm. que tu étais aux États-Unis, mais toi, tu es bizarre parce que tous les jeunes qui vont aux États-Unis, ils restent, ils rentrent pas. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré? Euh, bon, je veux dire, la première chose, c'est l'amour de la lecture que j'ai eu avant de voyager. Donc, parce que beaucoup de gens ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, on se dit, on part aux États-Unis vivre le rêve américain parce qu'on n'a jamais entendu parler d'un rêve africain. Donc, avec mes multiples lectures, j'ai compris quel potentiel l'Afrique avait. Donc, même avant de quitter, je savais déjà que j'allais rentrer. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, il y a quelques événements qui ont encore accentué mon désir de vouloir rentrer. Donc, le tout premier, c'est que je faisais partie d'un club d'arts martiaux et mes maîtres, c'était des blancs. Donc, parfois, après s'être entraîné, on partait dans un restaurant, on essayait de manger un truc. Et je leur posais toujours la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Et puis, la plupart parmi eux me disaient, mon fils est au Nigeria, il fait dans telle chose. L'autre me dit, j'ai mon fils au Ghana. Un autre me dit, j'ai mon fils au Sénégal. Donc, et eux, ils sont venus en Afrique parce qu'ils ont trouvé des opportunités là. Donc, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on était en salle de classe, on nous a donné un exercice qui était d'imaginer un produit qui n'a pas encore été inventé et de faire une mini business plan pour ce produit-là. Donc, on est parti avec des exemples de chewing-gum qui développe le cerveau, l'application qui fait ci ou qui fait ça. Lorsqu'on s'est réunis pour faire les corrections, je me suis rendu compte que toutes les idées qu'on donnait avaient déjà été réalisées. Donc, étant donc dans ces deux contextes où je vois un pays où on a déjà tout fait et je sors d'un pays où rien n'a encore été fait, je me suis dit, bon, vraiment, il vaudrait mieux pour moi que je rentre. Et le troisième élément aussi, c'est que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs.
Donc, mon père déjà c'est un entrepreneur et je savais que après être fini, j'ai deux options. Soit je crée mes propres entreprises, soit je rentre avec mes entreprises et je lui donne aussi un coup de main parce que c'est lui qui m'a payé l'école. Donc, il faut que je vienne mettre mes connaissances au profit de ces entreprises autant que faire se peut. Donc, voilà l'un des éléments qui m'a permis de rentrer. Et bon, c'est ça. D'accord. Non, mais c'est très bien parce que Mhm, c'est vrai que beaucoup, tu sais, aujourd'hui, on voit, veulent quitter ce continent. Quand mhm, le lundi matin, alors là, c'est moins vrai avec le fait qu'il y ait eu fermeture des frontières, mais on pouvait quand même mhm, observer ici à Paris, par exemple, que tous les lundis matins, les avions étaient pleins de personnes qui quittaient mhm, l'Europe pour aller faire des affaires de l'autre côté. Et pendant le mhm, même temps, les jeunes quittent. Et toi, tu as eu ce culot de te dire, ah, moi, malgré que j'ai mon bachelor ici, là, je veux pour moi rentrer parce que j'ai l'amour mhm. du pays. En tout cas, félicitations parce que c'est pas, voilà, c'est pas commun et c'était important D'accord. de le noter. Mhm, mhm. Est-ce que lorsque tu es rentré, comment ça s'est passé les étapes? Est-ce que tu t'es tout de suite mis à ton compte ou est-ce que tu as d'abord Oui, commencé allô? à travailler avec Allô? ton père? Ah, ça va et Bon, quand toi? je suis rentré, allô, je peux? Oui, oui, Voilà. Donc, quand je suis rentré, c'était un peu les deux. Donc, l'avantage que j'avais, c'était que les entreprises ou encore les business que j'avais étaient dans la même ville et sont toujours dans la même ville que celle dans laquelle mes parents vivent. Donc, j'avais déjà un avantage que je dormais gratuit, je mangeais gratuit tous les soirs. Donc, je n'avais pas de charges locatives et ça. Et autre chose aussi, c'est que j'avais pas de charge familiale. J'étais encore célibataire à l'époque. Donc, je pouvais me permettre un certain nombre de risques. Donc, c'est pour ça que j'ai donc décidé de rentrer. Et je travaillais un peu pour moi, un peu pour lui. Et c'est ce que je fais toujours jusqu'à nos jours. Parce que je pense pas qu'il y ait un jour où je vais l'abandonner ou encore que je vais abandonner toutes mes activités. Donc, d'accord. Est-ce que tu peux du coup nous dire comment du coup tu as commencé, quelles sont les activités par lesquelles tu as commencé euh, mhm. et aujourd'hui où tu en es par rapport à ça? D'accord. Bon, déjà, comme je vous ai dit, j'ai commencé avant de partir. Parce que une fois, j'ai discuté avec un ami et on est tombé d'accord sur le fait que pour partir en Europe ou aux États-Unis et rentrer facilement, il faut avoir pris la décision de rentrer avant de partir. Donc, et c'était le cas pour moi parce qu'en quittant, j'avais déjà ce background et j'avais déjà commencé avec l'agriculture parce que quand j'étais en fac, on a commencé avec 4 hectares de terre. Donc, j'ai dit à mon père, vraiment, il faut que je me lance dans l'agriculture. Essaie de voir l'un de tes contacts qui peut nous trouver un terrain quelque part. Donc, il m'a aidé. J'ai pu acquérir 4 hectares sur lesquels je faisais beaucoup de spéculation. Au départ, j'ai fait le maïs, j'ai fait le poivron, j'ai fait le bananier plantain. Donc, parce que à la base, je savais que l'agriculture était quelque chose de bien, mais je n'avais pas encore trouvé la culture qu'il fallait absolument que je fasse. Donc, j'essayais un peu de tout pour voir sur le marché quelle est la culture qui va être le plus rentable. Donc, et au fur et à mesure, euh, je me testais dans toutes ces différentes cultures. Donc, alors quand je suis rentré, donc l'avantage que j'ai eu, c'est que mon père étant entrepreneur, il a facilement compris ma vision. Donc, et il me dit toujours, il faut toujours rêver grand. Donc, moi, si je dis, je vais me limiter à 4 hectares, c'est toujours lui qui va dire, non, paye même 40 hectares. Donc, quand j'étais aux États-Unis, pendant que j'y étais, il a donc augmenté les superficies. Donc, pour m'encourager encore à rentrer, parce que lui aussi, c'est l'un des gars qui me disait toujours, Loïc, il faut que tu rentres. Parfois, je lui demande pourquoi. Il me dit, moi, je fais dans le bâtiment. Et laisse-moi te dire que la plupart des immeubles que je construis ou que tu vas voir qui sont très jolis dans les villes, ce sont les gens qui ont fait du business et qui ont réussi au Cameroun. Donc, sur 100 immeubles, tu vas difficilement voir ces immeubles qui ont été construits par quelqu'un qui a fait beaucoup de l'argent au niveau de la diaspora et qui est revenu. Donc, la plupart des gens ont fait leur argent sur place. Donc, ils me disaient vraiment, fils, dès que tu finis là, il faut que tu rentres parce qu'il y a plein d'opportunités. Donc, alors, quand je suis rentré, euh,
j'ai essayé de grandir. Déjà, j'étais à 7 hectares parce que j'ai augmenté 3 hectares sur ce que je faisais. Et j'ai contacté un crédit à la banque. Donc, pour pouvoir augmenter. Parce que avec ces 3 années d'expérience, ici, nous sommes en début 2016. Donc, avec toutes ces cultures, j'ai fini par me focaliser sur le maïs. Parce que c'est une culture qui m'a le plus réussi parmi toutes les autres cultures que j'ai faites. Donc, j'ai donc contacté un crédit pour augmenter les superficies et semi-mécaniser mon exploitation agricole. Donc, c'est après ça que je suis quitté de 7 à 30 hectares et au fur et à mesure, jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'augmenter les superficies. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai essayé de faire grandir l'activité jusqu'à nos jours. D'accord. En tout cas, merci de ces clés. Donc, au départ, voilà, tu es parti avec les 3 hectares que tu avais. Au fur et à mesure, tu t'es rapproché donc des banques pour pouvoir emprunter et pouvoir augmenter ta capacité de production. Et aujourd'hui, tu as 30 hectares. En tout cas, bravo. Est-ce que les conseils que parfois enfin, les gens voient, ils se disent, oui, Loïc, lui, voilà, comment il a fait. C'est vrai que tu as commencé avec ton père, tu as dit, mais est-ce que dans cette aventure, tu as fait ça seul, entre guillemets, ou tu as eu une équipe autour de toi, tu as eu des associés qui sont associés à toi? Bon, pas des associés, mais une équipe. Donc, au départ, je commençais seul. On y allait en famille le week-end. Mais au plus le temps passait, on a commencé à recruter les ouvriers dans les villages voisins pour venir travailler sur place. Parce que l'avantage aussi en Afrique, c'est que la main-d'œuvre n'est pas autant chère que dans les pays dits développés. Donc, et au fur et à mesure que ça a grandi, par exemple, lorsque j'ai dû passer à 30 hectares, il fallait que je recrute un ingénieur. Donc, le recrutement a été progressif en fonction du développement de l'activité. Donc, et actuellement, j'ai une équipe de, je crois, 24 ouvriers permanents qui sont sur place et qui travaillent sur le projet au quotidien. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que tu as choisi ton positionnement et qu'est-ce qui te différencie des autres agriculteurs sur la place là-bas au Cameroun? Ça, c'est une question plutôt compliquée. Parce que même lors des séances de brainstorming avec certains entrepreneurs, on dit bien, il faut que tu aies ce qu'on appelle value proposition. Mais je leur dis, les Exactement. gars, je produis le maïs, je vends aux gars qui ont les provanderies et aux gars qui font dans l'aliment des poulets et aux éleveurs. Donc, je ne veux pas dire que j'ai quelque chose qui me différencie parce que déjà, la demande est super énorme par rapport à l'offre. Donc, actuellement, seulement en termes de maïs, je n'arrive même pas à satisfaire un seul de mes clients. Or, j'en ai pratiquement 6 à qui je livre. Et de tous les 6, chacun m'a dit, Loïc, vraiment, si tu pars même à 100 hectares, non, moi, je prends tout ton maïs. Donc, et là, de tous les 6, je n'arrive même pas à satisfaire une personne. Donc, on ne peut pas parler de différenciation parce que je ne pense réellement pas avoir besoin de ça pour le moment, vraiment. Et ceux qui achètent aussi, ils ne s'intéressent pas vraiment au packaging et tout ça, parce que les sacs dans lesquels on met le maïs, c'est les mêmes sacs partout. Donc, les seuls moments où ils se sont plaints, c'est qu'ils m'ont dit qu'il y a des gens qui viennent leur livrer le maïs qui est sale, qui n'est pas bien nettoyé. Bon, moi, mon maïs est toujours bien nettoyé, donc du coup, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Pareil pour les poulets. Donc, quand on part au marché acheter le poulet, on ne se demande pas d'où ça vient. On regarde si le poulet pèse bien et que ça a bonne mine. On achète le poulet. Donc, voilà. Non, mais tu vois, si je te pose cette question, c'est important, puisqu'aujourd'hui, ce qui va distinguer un entrepreneur d'un autre, c'est ce qu'il va proposer. Mais moi, je pensais aussi à ce que tu as mis en œuvre, parce que on peut voir ça sur la toile, c'est l'Agri-Business Academy. C'est-à-dire que non seulement tu fais, tu es agripreneur, tu fais ce que tu dis et tu le montres. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, tu vois, en termes de proposition de valeur, puisque tu montres d'où vient le produit, comment tu t'y prends. Et c'est une expérience client qui est vraiment intéressante. Comment t'es venue cette idée de mettre en place cette Agri-Business Academy? Tu vas un peu rire parce que, en fait, au départ, j'avais un problème d'ouvrier. Donc, parce que quand j'ai semi-mécanisé, j'avais fait des mauvais calculs au départ.
Donc, et la main-d'œuvre était beaucoup chère, surtout pendant les périodes de récolte où il fallait parfois que je recrute 35 personnes qui vont être logées, nourries sur place pendant un mois et demi. C'était pas évident. Et puis, je me suis dit, il faut que je pense à un moyen d'avoir une main-d'œuvre peut-être moins chère ou encore peut-être gratuite. Donc, et après quelques temps, il y a un ami qui m'a contacté. Il m'a dit, je fais déjà dans les ports, j'ai mon petit frère, je voulais que tu lui fasses une formation en culture de maïs parce qu'il voulait faire le maïs pour nourrir ses porcs. Donc, il a donc envoyé son cadet que j'ai fait former. Et à la fin, son cadet m'a dit vraiment, je n'ai jamais eu de diplôme. Est-ce que tu peux me donner une attestation? Ce sera mon premier diplôme que j'ai eu de ma vie. Ce sera vraiment une fierté pour moi. Donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, c'est possible. Et j'ai voulu faire ça légal. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de délivrer une attestation à quelqu'un en tant que formateur? Donc, dans mes recherches, j'ai vu qu'il fallait un agrément ministériel pour délivrer un document de formation. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, peut-être que c'est une ébauche de solution. Donc, puisque les ouvriers sont chers, peut-être que si je lance des sessions de formation et que j'ai peut-être 15 élèves, ils peuvent me permettre de diminuer la main-d'œuvre parce qu'ils vont m'aider par rapport à certaines tâches. Donc, l'idée au départ, c'était d'avoir les étudiants qui vont m'aider à travailler dans les champs. Donc, c'est pour ça que j'ai donc décidé de lancer l'école et aussi de légaliser pour que ce soit quelque chose qui est plus structuré. Donc, aujourd'hui, les étudiants sont là, ils travaillent moins au champ que ce que je n'avais prévu parce que même les enseignants m'ont dit non, il faut faire la part entre les étudiants et les ouvriers. Si ton activité n'est pas, si ta main-d'œuvre est trop grande, trouve plutôt les moyens de pouvoir structurer ton activité pour que la main-d'œuvre ne soit pas grande, mais il ne faut pas mélanger les choses. Donc, un problème a créé une solution, mais l'autre problème est encore en train de chercher ses propres solutions. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une première question. On dit si la demande donc de maïs est plus forte que l'offre, qu'est-ce qui t'empêche Mhm. aujourd'hui d'augmenter cette production? Quels sont les besoins peut-être que tu peux avoir? Euh, le premier besoin, c'est que je ne suis pas encore en train de vouloir étendre les superficies. Parce que actuellement, je suis à, je crois, pratiquement 50 hectares de maïs. Et à chaque fois que je livrais le maïs chez mes clients, les gars, ceux qui étaient honnêtes et plus amis avec moi me disaient, mais Loïc, toi tu fais le maïs, pourquoi tu ne peux pas faire ton maïs, tu transformes en poulet ou encore en pondeuse ou encore en porc? Ils me disent, tant que tu produis, tu ne vas pas te faire assez d'argent comme si tu produis, comme si tu transformes le fruit de ta production. Donc, et il y a cela, je crois, 1 ou 2 ans, les prix du maïs variaient beaucoup sur le marché. Donc, il y avait des périodes, comme j'ai dit, avec la main-d'œuvre qui était super élevée, je ne m'en sortais pas. Je me suis dit, forcément, il faut que j'essaie de stabiliser mes prix en lançant le volet élevage. Merci et tout. OK. Donc, pour le moment, je me suis dit, je mets d'abord un peu pause sur la production de maïs parce qu'il faut que moi, je transforme ce que je produis. Donc, entre-temps, j'ai quelques 2 ou 3 clients que j'ai fidélisés. Donc, je me suis dit, au fur et à mesure, j'agrandis mes superficies par rapport à ces 2 clients-là et je développe aussi plus mon élevage. Donc, voilà. Autre chose aussi, c'est que pour moi, j'attends, c'est pas encore le bon moment parce que pour faire quelque chose de bien, je me suis dit, je suis à 50 hectares. S'il faut que je me lance encore, il faut que je fasse au moins 250 ou plus, que je fasse vraiment quelque chose de bien. Donc, je suis encore en train d'attendre le bon moment pour le faire. Voilà. D'accord. Franck Mhm. demande, est-ce que tu produis le maïs toute l'année? Quels sont en fait, quel est le cycle entre la semence, la récolte, le cycle de production? Bon, je produis le maïs 2 fois par an. Donc, on a la première campagne qui commence pour le cas du Cameroun en mars et la deuxième campagne pour dire la deuxième saison de pluie qui commence en août pour le cas du Cameroun. Je tiens toujours à préciser ça. Et donc, je produis le maïs pendant ces 2 campagnes, mais la production est plus importante pendant la première que la deuxième. Parce que la première campagne, c'est ce qu'on appelle la grande saison de pluie. Il y a assez d'eau, les pluies sont plus étendues. Or, la deuxième campagne est beaucoup plus risquée parce que déjà, on a moins de temps pour préparer les sols
et la quantité de pluie pendant cette campagne est beaucoup plus réduite. Donc, généralement, pendant cette campagne, je ne fais presque jamais la même quantité que j'ai fait en première campagne. D'accord, ça c'est bon à savoir. Il y a Ouais. Eunice qui demande, est-ce que tu utilises des produits chimiques ou plutôt du naturel, 100% naturel? Non, j'utilise des produits chimiques. Les engrais sont chimiques, les herbicides sélectifs sont chimiques. D'accord. Christiane qui demande, est-ce que tu es ouvert à des partenaires, à des partenariats? Est-ce qu'on peut mettre de l'argent dans ton business? Voilà, c'est ça la question. Actuellement, je suis en train de travailler avec des investisseurs privés. Donc, pour ce business, non. Mais peut-être que pour d'autres, peut-être comme l'école, le centre de formation, ça pourrait être possible. Mais pour le business actuel, ce n'est plus possible. D'accord. Très bien, merci pour Mhm. cette réponse claire. Ouais. Karine qui demande, j'ai noté que tu es sur le maïs, poulet, porc. Est-ce plus facile d'être sur ces produits ou c'est la demande qui a orienté ton choix? Enfin, quel produit conseilles-tu à quelqu'un qui veut débuter dans ce domaine? Pour moi, je veux dire que c'est plus la demande qui a orienté mes choix. Parce que, comme j'ai dit au départ, produisant le maïs, les tomates, les poivrons, sur le marché, je vais dire quoi, je me suis plus senti à l'aise avec le maïs. Donc, et concernant les poulets aussi, c'est que bon, c'était une évidence. Donc, je fais le maïs qui est 60 à 65% de la composition d'aliments des poulets. Donc, ça devenait évident pour moi. J'ai fait les poulets. Et même en faisant les poulets, j'ai commencé tout petit, comme je dis toujours dans mes vidéos. J'ai commencé avec 650 poulets, juste pour voir si ça marche. Donc, et aujourd'hui, je fais pratiquement les bandes de 2000 poulets par mois et je la vends uniquement dans la petite ville où je suis. Donc, je n'arrive même pas en capitale. Donc, pour les porcs aussi, c'est pareil. Mais pour les porcs, actuellement, je suis encore à une phase expérimentale parce que ça fait moins de 8 mois que je me suis lancé dans l'activité. Maintenant, est-ce que je peux lui conseiller une culture ou un élevage? Non, je ne peux pas lui conseiller parce que produire, c'est bien, mais vendre, c'est encore mieux. Donc, et généralement, moi, je conseille aux gens de produire ce qu'ils peuvent facilement vendre. Or, généralement, le marché qu'on a provient de la réalité de chacun. Donc, quelqu'un qui vit à Yaoundé n'a pas la même réalité que celui qui est à Bafoussam, celui qui est à Dakar ou celui qui est à Libreville, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis il est important de maîtriser son propre marché. Donc, maintenant, lorsque tu as fait comme moi au début, tu as essayé plusieurs trucs, tu as vu ce qui marche, à toi de voir. Parce que autant que moi, je dis souvent aux gens, je prends toujours les exemples sur le maïs, le poulet et les porcs parce que c'est ce que je fais. Mais je connais des gens qui se font beaucoup d'argent avec la culture d'avocat, qui font beaucoup d'argent avec la culture de tomates. Je connais des gens qui font beaucoup d'argent avec la culture du poivre blanc, par exemple. Donc, j'ai même un ami qui produit de l'ananas pour le Cameroun et il exporte aussi. Donc, ça dépend vraiment de la réalité de chacun. Je ne peux pas dire à quelqu'un, produit ça, ça marche. Parce que produire, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta production après avoir produit. Ok. Merci pour cette réponse qui est pertinente. Ouais. Joël demande, dans l'acquisition de tes hectares de terrain, c'était de la location ou de l'achat direct? C'était de l'achat direct. D'accord, merci. Gilles Bertrand demande, concernant la semi-mécanisation, où avez-vous acheté des tracteurs? Pardon, attends. Hop, voilà. Est-ce que c'est de la semi-mécanisation ou tu as acheté des tracteurs? C'est la semi-mécanisation. J'ai dit semi parce que actuellement, le semi se fait avec le tracteur, le labour se fait avec les tracteurs et une partie d'épandage d'engrais se fait avec les tracteurs. Mais la récolte est encore manuelle, ainsi que le stockage et tout ça. Donc, c'est pour ça que je parle de semi. Donc, mes équipements, je les ai tous acquis ici au Cameroun. Donc, il y en a des concessionnaires qui vendent des équipements agricoles. D'accord, super. Uh-huh. Alors là, c'est une question hautement stratégique. Avec 50 hectares, quel est le chiffre d'affaires qu'on génère à peu près? Si la personne est africaine, il devrait savoir que ça, c'est une question à laquelle on ne répond jamais. Non, mais tu peux donner un ordre de grandeur. Ah non, je ne peux pas.
Parce que, D'accord. vous savez, le système des impôts au Cameroun est un système déclaratif. Donc, Hmm. et c'est difficile, presque impossible de voir quelqu'un qui déclare son chiffre d'affaires réel. Donc, et parmi D'accord. ceux qui m'écoutent, peut-être qu'il peut y avoir des gens des impôts là derrière, je sais pas. Donc, il faudrait mieux que je Ah, me retienne là-dessus. c'est une sage réponse. Mais tu sais qu'aux Voilà. États-Unis, c'est des choses qu'on dit sans problème. Exactement, parce que, en fait, là-bas, le système d'imposition, je pense, est différent que le nôtre, tu vois. Oui, Donc, ici, chez nous, on le fait parce que les impôts sont super élevés. Donc, si tu veux déclarer tout ce que tu produis, tu vas pas t'en sortir. tout à Ouais. fait. Alors, il y a Dominique Kaosi qui demandait la nourriture de poulet, tu la fabriques toi-même. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le maïs sert à nourrir tes poulets. Exact. Mais sauf que ce n'est pas uniquement le maïs. Donc, j'ai le maïs, mais j'achète d'autres composantes que je mélange sur place. Donc, il y a par exemple les tourteaux d'arachide, les tourteaux de soja, il y a les concentrés que j'utilise pour mélanger au maïs parce que le maïs seul ne peut pas être suffisant pour pouvoir combler leurs besoins alimentaires. D'accord. OK. Mhm. Alors, il y a Joël qui demande un droit de suite, là, qui dit, pour nous qui souhaitons nous lancer dans l'agriculture sans terrain, peux-tu nous aider dans la location de terrain? Connais-tu du monde dans ce secteur pour louer des champs? Alors, Joël, c'est quel pays? Est-ce que toi, tu fais de la location, voilà, tu mets à disposition des terrains pour... Mhm. C'est le Cameroun. Ah, au Cameroun, d'accord, super. Joël est au Mhm. Cameroun, donc on peut me mettre en relation. D'accord. En Bon, fait, non, ouais. Je moi suis. personnellement, je ne loue pas, mais louer les terrains agricoles au Cameroun, c'est pas compliqué. C'est l'achat qui est plutôt quelque chose de compliqué. Donc, et la location, généralement, on loue un maximum 30 000 francs d'hectare par an. D'accord, Donc, voilà. super. Mhm. Mais Donc, il s'il y a... veut, peut-être dans ma zone, je peux l'aider à trouver, dans la région du centre en général, je peux l'aider à trouver un terrain à louer. Mais si c'est dans d'autres régions, I don't know. D'accord. Alors là, tu as donné le coût de la location. Il y a monsieur ou madame Fabre Aquala qui demande à combien tu as acheté l'hectare. L'hectare à l'époque était je crois, 105 000 hectares. D'accord. 105 000 francs CFA. Mhm. OK. Oui. Euh, alors, Joseph qui demande, vous êtes ouvert à des séances de coaching parce que je compte aussi me lancer dans l'agriculture. Oui, il y a une agribusiness, tu peux encore parler de l'école. Bon, c'est vrai que au-delà de l'école qui a plusieurs filières, donc s'il a besoin d'une formation en présentiel, il peut s'inscrire à Agri-Business Academy. S'il a besoin de formations en ligne, j'ai oublié de le mentionner au départ, j'ai créé une plateforme avec mon équipe, Sekucha, où il y a des cours vidéo d'agriculture en ligne. Donc, vous vous inscrivez et puis vous suivez votre cours de partout dans le monde. Mais s'il a besoin de coaching, j'en fais aussi des séances de coaching. Donc, et les coachings sont payants par honoraire. Donc, on peut essayer de voir comment C'est est-ce qu'on normal. peut structurer son projet. Mais au-delà du coaching, s'il a aussi besoin de l'accompagnement, ça c'est autre chose. C'est Agri Business Academy qui est chargé de l'accompagnement et du suivi des projets. D'accord, super. Alors, Mhm. juste avant de te laisser aller sur les 10 clés de réussite, il y a une question là justement qui nous permet de faire un peu de passer à la théorie et à la pratique. Il y a quelqu'un Mhm. qui dit, alors c'est un code, donc je n'ai pas le prénom, sinon je l'aurais cité. Bonsoir à tous, Mhm. j'aimerais me lancer sous peu dans la production de fruits, arbres fruitiers au Togo et en Afrique de l'Ouest en général. Que me conseillez-vous? Donc, par rapport à quelqu'un qui veut lancer une activité dans des arbres fruitiers, quel est ton conseil par rapport à ça? Le premier conseil, c'est qu'il faut qu'il trouve où est-ce qu'il va vendre. D'abord, c'est très important. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il évalue beaucoup le climat. Parce que pour ce qui est du Cameroun, par exemple, je me suis rendu compte que la culture d'avocat, par exemple, ne réussit pas beaucoup dans le littoral ou encore dans le centre parce qu'il fait un peu chaud. Donc, c'est une culture des zones froides. Donc, il faut qu'il fasse vraiment cette étude en termes de climat et je veux dire quoi? En termes de Hydro. climat et de sol,
si c'est approprié pour la culture des arbres fruitiers. Donc, autre élément aussi, c'est qu'il faut qu'il se rassure qu'il a payé les bonnes semences. Parce que s'il le fait dans la culture des arbres fruitiers, un peu comme le palmier à huile, la difficulté avec ça, c'est que quelqu'un peut te vendre une semence et ce n'est que 5 ans après, quand les fruits vont commencer, que tu vas te rendre compte que c'était une semence de mauvaise qualité. Donc, il faut qu'il soit vraiment très regardant côté semence. Donc, s'il doit faire sa pépinière, qu'il le fasse bien. Et s'il doit acheter les plants chez quelqu'un d'autre, qu'il se rassure que ce sont vraiment les plants des fruits dont il a besoin. Donc, voilà ce que je peux lui donner comme conseil. Autre chose aussi, c'est qu'il faut un suivi journalier du projet qu'il fait. C'est vraiment important de le faire. Ok, super. Il y a monsieur ou madame Fabre qui dit, dans la même lancée, comment toi, tu gères ta sélection de semences? Comment tu fais? Bon, pour le cas du maïs, actuellement, on a 2 importateurs de semences au Cameroun. Donc, je jongle généralement avec ces 2 importateurs de semences-là parce que les semences qui sont produites localement sont médiocres. Je vais utiliser ce terme à cause de la qualité du rendement et tout ça. Donc, on préfère les semences qui sont importées. Ça, c'est pour le cas du maïs. Et je pense que même la plupart des semences sont importées, soit du Nigeria, qui lui aussi importe et de plein d'autres pays. C'est pour ça que dans l'une de mes vidéos que je fais sur YouTube, j'ai dit aux gars de la diaspora et aux Africains que l'agriculture, ce n'est pas seulement produire ce qu'on va manger, parce que même le domaine de la production des semences, c'est aussi un domaine porteur. Parce que la plupart des semences qui sont faites en Afrique sont importées. Donc, c'est aussi un créneau qu'il faut réellement considérer. D'accord. Est-ce que tu fonctionnes sous forme de grenier? Est-ce qu'il y en a qui dit, pensez-vous à un grenier au Cameroun? Est-ce que M. Fab peut préciser juste sa question? Madame? Donc, en attendant, pour la séance de coaching, est-ce que les personnes doivent aller uniquement sur Sequoia ou il y a un autre moyen pour pouvoir avoir des informations? Ah, voir si Loïc est connecté toujours. Ok, il va se reconnecter, je pense. Problème de réseau. D'accord, donc j'ai mieux compris la question de ce Fab, c'est par rapport à la semence, d'accord, une banque de semences. On attend que Loïc se reconnecte. Donc en tout cas, pour toute question, n'hésitez pas, on va les lui transmettre et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous inscrire, comme ça on pourra vous envoyer les réponses aux questions et aussi le replay pour ceux qui seraient intéressés pour pouvoir le partager à d'autres. Donc, on attend que Loïc se reconnecte, parce qu'il a eu un souci là. Voilà, Loïc revient. Allô, c'est bon? Oui, salut Loïc, c'est bon. Ok, d'accord. D'accord. La dernière question, enfin l'une des questions de M. Fab, c'était est-ce que tu comptes avoir une banque de semences au Cameroun? Oui, c'est un projet.
Donc, actuellement, avec Agribusiness Academy, nous sommes en train de tendre vers là. Parce que, ayant fait face au problème de semences et qui est même encore un problème réel, parce qu'avec le Covid qui est arrivé, les importateurs de semences risquent d'être en rupture de stock. Donc, ça fait, je crois, 3 mois. Donc, mes gars et moi, nous nous sommes lancés dans la multiplication d'abord des semences. Donc, au fur et à mesure, on tend à avoir une banque de semences pour garantir que dans les 15 ou 20 prochaines années, qu'on ne soit pas toujours en train de dépendre des semences d'ailleurs. Donc, c'est un projet. Ok, super. Donc là, je pense qu'avec tout ça, on a pu, un, mieux te connaître, deux, Mhm, connaître l'activité que tu as. mhm. Quelles sont ces fameuses 10 clés pour réussir dans l'agro-business en Afrique? À toi la parole, cher Loïc. D'accord. J'ai envie de dire que les 10 clés sont dans mon livre, mais je vais quand même essayer de les détailler ici. Donc, la première clé, c'est que l'agriculture ne se fait pas à temps partiel. Donc, contrairement à ce que les gens veulent me pousser à dire, pour réussir dans l'agro-business, et moi je crois dans tous les projets, il faut y être à plein temps. Donc, beaucoup de gens vont me demander si c'est pas possible de faire à temps partiel. C'est possible, mais si on veut réellement avoir un grand impact, il faut le faire à plein temps. Donc, ça, c'est pour la première clé. Et avec le temps, si tu regardes, les plus grands échecs en agriculture sont faits par les gens qui les ont confiés à d'autres personnes et qui n'étaient pas là à plein temps. Donc, ce qui nous ramène donc à la deuxième clé, qui est de ne pas confier son projet à un membre de la famille ou encore à un ami. Parce que un projet, pour moi, c'est le fruit d'une vision. Et une vision, elle est personnelle d'abord. Donc, parfois, on veut se lancer dans l'agriculture. Si on le confie à un parent ou à un membre de la famille, et ils ne comprennent pas quel enjeu déjà l'agriculture a en Afrique, ils ne comprennent pas où est-ce qu'on est. Et pour beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, puisque en Afrique, on considère l'agriculture comme un métier de gens qui ont raté leur vie, lorsque vous allez dire aux membres de vos familles, vraiment, je vais t'envoyer l'argent pour que tu fasses dans l'agriculture, et ils vont dire, voilà, envoie l'argent, mais on va manger, parce que nous, on connaît que l'agriculture, déjà, c'est pour les gars qui ont raté leur vie. Or, il y a un réel potentiel dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est pour la deuxième clé, ne pas confier la gestion de son projet à un ami ou encore à un membre de la famille. Donc, la troisième clé que j'ai donnée, c'est de se spécialiser dans un seul type de culture. Donc, et comme j'ai dit dans mon livre, c'est plus facile dans les conférences d'entrepreneuriat aujourd'hui de voir des gens qui se disent CEO de 5, 6, 7 startups. Et parfois, on prend cette erreur-là qu'on la ramène dans l'agriculture. Donc, vous allez voir quelqu'un qui dit, je fais le manioc, je fais le maïs, je fais le plantain, je lève les poulets, je lève les escargots. Il fait tout en même temps et à la fin, il n'est bon à rien. Donc, moi, je conseille aux gens de choisir, peut-être pas une culture, mais de choisir un type de culture. Donc, s'il veut faire dans les céréales, qu'il décide de faire uniquement dans les céréales. Pourquoi un type de culture? Parce que la plupart des temps, les fournisseurs de semences, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes cycles de production et parfois c'est les mêmes clients. Parce que les clients qui achètent le maïs, c'est les mêmes qui achètent le soja, c'est les mêmes qui achètent le blé. Ceux qui achètent les tomates, c'est les mêmes qui achètent le poivron et le piment et tout ça. Donc, pareil pour l'élevage. Les gens qui achètent les poulets de chair, c'est les gens qui viennent acheter les pondeuses. Donc, il est important de se spécialiser dans un seul type de culture. Et dans le livre, j'ai dit, imaginez si vous êtes seulement le premier producteur de popcorn en Afrique, vous êtes riche. Si vous êtes le premier producteur de tomates en Afrique, vous avez énormément d'argent. Donc, ce n'est pas la peine de se focaliser, de vouloir faire tellement de choses, mais le besoin est encore tellement grand en Afrique au point où peu importe la culture ou l'élevage que vous faites, si vous décidez de devenir le numéro un dans cette culture-là, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas la peine de trop se diversifier, surtout dans les débuts, parce que quand on a déjà fait peut-être 5, 10 ans dans une activité, on a déjà une certaine stabilité, on peut décider de faire autre chose. Mais lorsqu'on commence, il est important de maximiser ses ressources dans peu de choses dans lesquelles on va décider d'être le meilleur. Donc, et aussi la quatrième clé,
c'est de ne pas se lancer dans l'agriculture en comptant sur le gouvernement. Parce que moi, je dis toujours aux gens, les politiciens, ce sont les bons récupérateurs. Donc, ne comptez pas sur eux quand vous commencez, comptez sur eux quand vos projets ont déjà réussi. Donc, et si moi, quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai déposé mes dossiers dans la plupart des programmes ici au Cameroun. Donc, et ayant déposé mes dossiers là-bas, j'ai plus perdu que gagné. Donc, je ne vais pas aller plus en détail parce que déjà, lorsque ces programmes, pour le cas du Cameroun, lorsque vous allez déposer votre dossier, ils vont vous dire qu'il faut une première descente pour voir le site. Quand ils descendent là, c'est l'argent que vous donnez parce qu'il faut le carburant, il faut tout ça. Et s'ils arrivent dans votre champ, ils ne doivent pas rentrer les mains vides. Donc, après, ils disaient qu'il faut une deuxième descente, il faut un expert qui va vous monter le dossier. Bref, c'est trop compliqué. Et l'inconvénient avec les gens du gouvernement en Afrique, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas la notion de temps. Donc, vous introduisez un dossier, ils vont vous dire, OK, le dossier est bon, revenez dans 2 mois. Vous revenez dans 2 mois, on va dire, revenez dans 3 mois. Comme si 3 mois, c'était 3 heures de temps ou si c'était 3 jours. Donc, finalement, j'ai fait pratiquement 2 ans où je suivais mes dossiers dans ces projets-là. Je n'ai pas eu de financement. Donc, et j'étais dans le même bateau avec plusieurs personnes. Donc, du coup, je me suis dit, il ne faut pas compter sur le gouvernement pour se lancer parce que même s'il arrive qu'il vous finance, vraiment, l'activité, c'est d'abord à but lucratif, c'est d'abord pour vous. Donc, si le financement du gouvernement vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant mieux, vous continuez votre activité. Donc, voilà pour ce qui est de la quatrième clé. Donc, la cinquième, c'est de ne pas confier son argent à une entreprise qui vous promet des gains immenses. Parce que c'est vrai, avec l'agriculture, tout le monde parle, le FMI parle, l'Union africaine en parle, on sait que c'est le futur Eldorado en Afrique, mais il ne faut pas tomber dans le piège de se faire arnaquer par des gens qui vont vous promettre des gains exorbitants. Ils vont vous dire, investissez dans la tomate. Après un an, vous allez avoir 15, vous allez avoir 30, 50% de retour sur investissement. Donc, la plupart du temps, quand je vois ce message, je me demande, est-ce que c'est vraiment l'agriculture que moi je fais? Donc, l'agriculture, comme tout projet, pendant les 2 premières années, 3 et parfois plus même, vous allez difficilement être rentable. Donc, si vous voyez une entreprise qui vous promet des gains exorbitants, faites très, très attention. Parce que l'agriculture est beaucoup plus risquée que d'autres activités même. Donc, personne ne peut réellement vous promettre que si vous faites la tomate, vous aurez telle ou telle chose. Parce que déjà, on ne contrôle pas la pluie, on ne contrôle pas le marché, on ne contrôle pas les ouvriers. Donc, c'est difficile que quelqu'un vous promette des gains par rapport à un projet agricole et qui réalise ces gains-là. Donc, ne vous faites pas berner par les gens qui vont vous promettre des choses facilement. Donc, ça, c'est pour la cinquième clé. Je vais souffler un peu et je vais prendre quelques questions avant de continuer les 5 autres. D'accord. Super. En tout cas, c'est déjà super là. Pour une personne qui a des moyens pour se Allô? lancer dans Allô, il y a la voix qui me coupe. l'agriculture, mais qui vit dans la diaspora. Cette personne, oui, alors attends, j'essaie de voir d'où ça vient. C'est Monsieur Fabre. C'est Olivier hein, qui dit pour une personne. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, Monsieur Bob? Alors, je reprends. Donc, c'est Olivier qui dit pour une personne qui a des moyens pour se lancer dans l'agriculture, mais qui vit dans la diaspora. Cette personne qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture devrait nécessairement lancer son projet à distance ou bien financer des jeux sur place en achetant des actions. Allô? Allô? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai suivi la question. Donc, il aimerait savoir si Oui, quelqu'un qui a l'argent et qui vit au niveau de la diaspora peut, s'il veut s'investir dans l'agriculture, est-ce qu'il doit se lancer lui-même ou est-ce qu'il doit prendre des actions dans l'entreprise de quelqu'un d'autre? Exactement. Les deux sont bien. Mais sauf que s'il prend une action dans une entreprise,
il faut qu'ils se rassurent, qu'ils prennent au moins 30%. Donc, il faut que ce soit le gens où il a son mot à dire dans les prises de décision. Et aussi, autant que l'investisseur peut être quelqu'un de pas très bien, vous courez aussi le risque d'entrer avec, je veux dire quoi, de faire des affaires avec un entrepreneur qui n'est pas réglo. Parce que l'Afrique est pour la plus grande partie dans une économie informelle. Donc, pour que vous trouviez quelqu'un qui va vous ouvrir son capital, ce sera très compliqué parce que déjà, culturellement, ce n'est pas trop le cas en Afrique. Donc, c'est nous qui avons peut-être fait, qui avons eu une éducation anglo-saxonne, qui savons qu'on peut ouvrir notre capital, mais c'est vraiment compliqué de le faire. Donc, si vous voulez le faire, rassurez-vous que vous le faites avec quelqu'un de sérieux qui ne va pas vous raconter du n'importe quoi. Donc, mais s'il peut, qu'il se lance lui-même à son propre compte. C'est toujours mieux de contrôler soi-même son business. Mais s'il n'a pas le temps et il a les moyens, vraiment, il peut trouver des projets auxquels il peut lancer dans lesquels il peut investir. Et les projets, ça ne manque pas. Il y a beaucoup de projets. Mais sauf que, comme je dis, faites attention aux promoteurs du projet. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, parce que je connais à quel point travailler l'argent, c'est difficile, mais peut-être tout le monde ne le sait pas. Donc, et pour celui qui a besoin d'argent, c'est toujours trop facile de dire, j'ai besoin de 50 millions, j'ai besoin de 100 millions. Mais dès qu'il a perçu l'argent, c'est que cet argent puisse promettre un retour sur investissement et que cela respecte, ce n'est pas la chose la plus facile. Donc, c'est possible, mais sauf que dans les deux cas, il faut vraiment être regardant là-dessus. D'accord, super. Alors, il y avait une question pour savoir où est-ce qu'on pouvait se procurer ton livre. Il y a quelqu'un qui a répondu, donc c'est bien. Il y en a qui suivent sur Amazon et ou en version, c'est ça? Oui, il est disponible sur Amazon.com, donc en version e-book et aussi en version physique. Super. Alors, une autre question de Fabre Aquala. Avez-vous suivi une formation spécifique en agriculture ou ou se former pendant qu'on avance dans le projet? Bon, je n'ai pas de formation classique en agriculture, donc je me suis formé dans le tas. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand on est à plein temps dans son activité, on apprend beaucoup. Parce qu'au départ, c'est moi qui achetais les semences, j'achetais les produits phytosanitaires, j'achetais tous les produits qu'il fallait dans le champ. Donc, avec le temps, moi-même, j'ai appris des choses que les ingénieurs, quand ils me disaient, bon, c'est déjà quelque chose que je connaissais. Et aussi, pour quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture, il doit être en même temps technicien, mais il doit savoir qu'un entrepreneur, c'est un généraliste, ce n'est pas un spécialiste. C'est pour ça que quand l'activité grandit, il serait mieux pour lui de trouver soit un ingénieur ou un technicien agricole qui va être qui doit être là pour gérer les aspects plus techniques. Donc, moi, aujourd'hui, je connais un peu en gros comment ça se passe. Donc, on ne peut pas me raconter n'importe quoi. Mais lorsqu'il y a une attaque de chenilles, par exemple, il y a des traitements improvisés que les ingénieurs font. Je ne connais pas quelle est la formule. Donc, mais je sais quand même un peu. Donc, quand ils m'envoient acheter tel ou tel produit, je connais déjà les prix. Donc, moi, j'ai appris dans le tas, en allant sur le marché, en faisant des erreurs et en apprenant. Donc, mais s'ils ont besoin de se former, qu'ils se forment spécifiquement dans la culture qu'ils veulent faire. Parce que s'ils n'ont pas assez de temps, ce n'est pas la peine de faire l'agriculture en général. Donc, s'ils veulent faire dans le maïs, qu'ils fassent des formations en ce qui concerne la culture de maïs, ou s'ils veulent faire dans les bœufs, qu'ils fassent des formations spécifiques dans l'élevage des bovins. Là, ça lui permet de gagner en temps et aussi, il peut se concentrer à faire d'autres choses. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux poursuivre maintenant, donc de 6 à 10, les clés? Est-ce que c'est possible de poursuivre les 10 clés? On en était à 6. Non, je n'ai pas suivi la question. Allô? Il disait, est-ce que tu peux poursuivre les 10 clés? Ok, d'accord. Donc,
La sixième clé, c'est l'agriculture a un énorme potentiel en Afrique, il faut le croire. Parce que pour ceux qui n'ont pas les bons chiffres, ils ne savent pas quel est le potentiel de l'agriculture en Afrique. Donc, récemment, j'étais en train de faire certaines recherches sur la culture de popcorn parce que dans mes débuts, j'ai aussi fait 2 hectares de popcorn. L'échec était catastrophique. Et tout récemment, j'ai relancé les recherches là-dessus pour savoir d'où vient le popcorn qu'on fait au Cameroun et tout ça. Je me suis rendu compte que 90% du popcorn qui est produit au Cameroun est importé d'Argentine. Et c'est le cas dans la plupart des pays africains parce que le seul pays en Afrique qui produit le popcorn, c'est l'Afrique du Sud. Et même jusque-là, les semences viennent des États-Unis. Donc, vraiment, l'Afrique a un énorme potentiel. Et d'ici 2050, on sera 2,2 milliards d'habitants. Et si on ne se lance pas massivement dans l'agriculture, d'ici 2050, ce sera toujours les Chinois, les Indiens ou encore les Thaïlandais qui seront en train de nourrir l'Afrique. Donc, pour réussir, il faut aussi croire en ce potentiel-là. Et aussi, croire à ce potentiel permet aux Africains de rêver grand. Donc, ce qui m'amène à la prochaine clé, c'est qu'il faut commencer petit, mais il faut aussi rêver grand. Donc, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez voir des agriculteurs qui ont 1000 hectares, 2000 hectares. Mais en Afrique, vous allez voir quelqu'un dès qu'il a déjà 50 hectares et qui passe, quand il marche au quartier, on l'appelle un peu président, il est déjà content, il croit qu'il est arrivé. Donc, on peut aller au-delà de ça parce que pour nourrir 2 milliards d'habitants, ce n'est pas en faisant 50, 100 ou bien 500 hectares qu'on va le faire. Mais bien qu'on rêve grand, il faut toujours commencer petit, c'est important. Donc, la 8e clé, c'est que lorsque vous commencez votre projet agricole, faites les achats vous-même. Parce que les marges que vous aurez lorsque vous allez vendre, ça commence à se gagner au niveau des achats. Donc, le sac d'engrais, par exemple, au Cameroun, coûte 16 500. Donc, imaginez si vous voulez prendre 100 sacs et que quelqu'un, au lieu de 16 500, vous dit que ça coûte 17 500. Donc, vous voyez que vous payez déjà 1 100 par sac d'engrais. Donc, c'est pareil pour les semences, c'est pareil pour la plupart des produits. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que je faisais les achats moi-même, que ce soit pour les poussins ou encore pour l'aliment des poulets. Donc, avec le temps, j'ai déjà les prix de presque toutes les choses. Donc, quand on a un besoin de quelque chose, je connais déjà quel prix. Je demande juste au responsable d'aller prendre les produits chez le vendeur parce que j'ai déjà assez de contacts. Donc, il prend, je vais payer après. Or, si vous n'êtes pas là au départ, on va vous dire qu'on a acheté 1 kg de maïs qui coûte 3 000 à 5 000, vous allez croire. Donc, et après, vous n'allez pas être rentable, pas parce que l'activité n'est pas rentable, mais parce que lorsque la personne achetait, on vous a donné les prix majorés. Donc, voilà. Pour la 9e clé, j'ai demandé aux gens, il faut maîtriser son marché. Donc, comme je le disais tantôt, à chacun sa réalité. Donc, quelqu'un qui est au Sénégal, par exemple, ne va pas faire la même culture que quelqu'un qui est au Cameroun. Donc, récemment, je parlais avec un Africain de l'île Maurice et il me disait à quel point la culture de la banane a tellement de valeur là-bas. Donc, ici au Cameroun, ce n'est pas évident de voir quelqu'un qui dit qu'il fait uniquement la culture de banane. Donc, vraiment, il faut comprendre le marché dans lequel on est passé. À chacun sa réalité. Il y en a qui sont en train de faire beaucoup d'argent avec la pisciculture. Moi, Loïc, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut que vous compreniez exactement quel est votre marché parce qu'en agriculture, moi, je dis toujours, on vend avant de produire, on ne produit pas avant de vendre. Donc, et la 10e clé, pour que l'agriculture réussisse, pendant que vous produisez, il faut aussi soutenir l'agriculture en Afrique. Donc, par exemple, lorsque vous allez dans les magasins en Europe là-bas, achetez les produits qui ont été produits en Afrique. C'est important. Et si vous êtes en Afrique, lorsque vous allez dans les supermarchés, privilégiez les produits qui sont made in Cameroun, made in Africa en général, parce que si un produit vient du Sénégal, je vais le prendre par rapport à un produit qui vient de la France, par exemple. Parce que si on ne soutient pas aussi la filière agricole, peu importe ce qu'on va faire, l'agriculture sera toujours en arrière. Donc, au Cameroun, on a du riz qui est produit localement. C'est vrai que ce n'est pas évident de le trouver sur le marché, mais autant que faire se peut, quand vous le trouvez, achetez-le. Donc, et ce n'est pas seulement dans les produits agricoles. Il y en a, par exemple, qui font des bouillies infantiles au Cameroun avec du maïs fait au Cameroun. Donc, il faut faire les achats de ces personnes-là parce que soutenir l'agro-industrie au Cameroun, c'est aussi soutenir l'agriculteur
lambda qui fait son agriculture. Donc, voilà pour les 10 clés que j'ai développées tout au long de mon livre. Super. En tout cas, merci. C'est vraiment super. Donc, premièrement, il ne faut pas faire ça à temps partiel, mettre à 100%. Il ne faut pas confier son projet à un tiers et le suivre vraiment. Il faut se spécialiser au départ, tout à fait, avant de se diversifier. Ne pas compter sur les aides, ou on va dire, ou le gouvernement. Ne pas confier son argent à des entreprises qui vous promettent des gains énormes. Le 6e, est-ce que tu peux le rappeler parce que j'avais une coupure? Oui, le 6e, c'est qu'il faut croire au potentiel de l'Afrique. D'accord, super. Croire au potentiel de l'agriculture en Afrique, oui. Tout à fait. 7e, il faut rêver grand. 8e, et commencer petit. Voilà. Il faut faire ses achats soi-même. Ensuite, il faut comprendre son marché. Et enfin, soutenir les produits africains. Je pense que là, tu as tout dit. Oui. Et une 11e clé que je vais ajouter, que j'ai développée plus récemment, mais pas dans le livre, c'est qu'il faut considérer l'agriculture comme un business et non l'agriculture comme l'agriculture. Parce que la cause de l'échec de plusieurs en agriculture, c'est qu'ils considèrent l'agriculture comme l'agriculture et non l'agriculture comme un business. Donc, si vous décidez de devenir agriculteur, tenez une comptabilité stricte, essayez de voir comment vous pouvez grandir votre entreprise, faites des manières de procédure. Bref, gérez-le comme un projet à part entière. Donc, ne pensez pas que vous allez faire l'agriculture comme nos parents le faisaient à l'époque, parce que nous sommes dans deux contextes carrément différents. Allô? Donc Loïc, pour nous qui sommes à l'étranger, si je comprends bien, c'est quasi impossible de pouvoir nous lancer dans l'agriculture. C'est impossible de vous lancer dans l'agriculture et de réussir étant à l'étranger. Oui, malheureusement. Bon, on comprend mieux pourquoi on tourne en rond. Exact. Je ne voudrais pas être de ceux qui vont vous dire des mensonges. Donc, il vaudrait mieux que je vous dise la vérité. Comme ça, demain, vous direz, bon, Loïc m'avait prévenu si vous décidez de vous lancer n'étant pas là. Non, mais en tout cas, c'est très judicieux. Que dis-tu de ce qu'a dit Moussa Seck, qui est un agronome sénégalais? Il dit comme ça que l'Afrique, en fait, peut nourrir le monde parce que par sa position géographique, entre janvier et juin, on peut produire, par exemple, des agrumes au nord, du côté du Maroc, et de juillet à décembre, du côté de l'Afrique du Sud. Est-ce que si les politiques qui sont en cours, telles que la ZLECA, là, il peut y avoir des ententes un peu comme ça sur des types de production? Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une clé vraiment pour faire l'émergence de l'agriculture africaine? Oui, je pense que c'est une clé énorme qu'il faut. Et bref, le gros souci de l'agriculture, j'ai dit souvent, je ne sais pas qui a fait ça et comment ils ont pu faire. C'est de faire croire aux Africains qu'il est difficile aux Africains de travailler ensemble. Donc, on peut bien travailler ensemble. Et en plus de l'exemple du Maroc même, en culture céréalière, la plupart des pays en Afrique ont la possibilité de faire 2 cultures par an. Or, dans les pays dits développés, ils ne peuvent faire qu'une seule culture. Donc, ce qui nous empêche juste, c'est que jusqu'à présent, on a près de 60% de la population qui se bat et peine à nourrir toute la population. Donc, on a 60% qui font l'agriculture pour nourrir la population et ils le peinent à le faire parce qu'ils n'arrivent pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir grand. Donc, quand tout le monde fait 2 hectares, 3 hectares, là, ce n'est pas important. Donc, si les pays veulent se mettre ensemble, qu'on dise, OK, le Cameroun va faire 5000 hectares de maïs, par exemple. Au niveau de l'Algérie, par exemple, s'ils veulent faire les arbres, l'équipe font peut-être 2000 hectares d'arbres fruitiers. Parce que si on ne produit pas de manière massive et de manière intensive, on ne pourra pas se nourrir en tant qu'Africain. OK. Il y a les King AKG là. Tu as une question? Oui, en fait, c'est plus ou moins une contribution. Bonsoir à tous. C'est vrai que je vous rejoins un peu plus tard.
Donc, moi j'avais plutôt une contribution que je voulais proposer à Loïc, s'agissant de cette culture en rente dispersée. Parce qu'en fait, comme il le dit, 60% des Camerounais qui vont se battre pour nourrir tout un pays, ça ne va pas dans le sens de la progression ou alors du développement. Alors, nous avons la dame qui a posé la question de savoir si ceux qui sont à l'étranger, comment ils font Une minute, pour s'il te pouvoir... plaît. J'ai eu mon téléphone qui s'est coupé. J'essaie de me reconnecter, s'il te plaît. Ah, d'accord. Alors, Monsieur Leking, il faut aller droit au but, Oui. hein, parce qu'il y a beaucoup de gens. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, j'allais plutôt proposer une sorte de fédération. Donc, je disais tantôt, j'allais proposer une fédération, sachant que nous avons déjà des experts comme Loïc qui sont sur place. Pourquoi pas essayer de produire vraiment à grande envergure, à grande échelle? Parce que aussi, on a beaucoup de cultures en rente dispersée. Par contre, si on pouvait choisir un projet à grande envergure, je dis n'importe quoi, le maïs par exemple, et on le produit, on le professionnalise et on développe toutes les chaînes de valeur. Je pense que sur ce plan-là, on peut avoir de la valeur ajoutée et avoir une meilleure rentabilité, une meilleure production et qui va avoir plus d'effets dans l'économie et même en Afrique. Ok, ça marche. Alors Loïc, est-ce que aujourd'hui, par rapport à ce que toi tu fais, la filière, quels sont les besoins qu'il y a autour? Autour de quelle filière? La filière du maïs, transport, entreposage, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des besoins à ces niveaux-là? Je pense que le plus gros besoin, c'est au niveau de la mécanisation et au niveau des semences. Donc, puisque c'est les plus grandes difficultés que j'ai, et aussi pour produire à grande échelle comme celle de King le disait. Donc, il faut qu'on ait des moyens de pouvoir mécaniser nos exploitations agricoles. Et pour ça, j'ai pensé à ça parce que aujourd'hui, j'ai une base de je suis en train d'écrire. Donc, quand les gens m'appellent, ils me disent, je suis au Cameroun, je vais faire dans les ports, je note quelque part. Un autre me dit, je suis en République démocratique du Congo, je vais faire dans le maïs, je note quelque part. Parce que l'idée, c'est, d'ici la fin d'année ou au plus le milieu de l'année prochaine, de dire, OK, il y a 50 personnes en Côte d'Ivoire qui veulent faire dans le manioc. Donc, je les mets ensemble et puis je les demande de travailler ensemble. Parce qu'au lieu que chacun fasse son petit 10 hectares, 50 hectares ou 40 hectares quelque part, s'ils sont des... Ah, on a perdu Loïc là. La connexion. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, super. Donc, je disais qu'avec ma base de données, d'ici au plus le milieu de l'année prochaine, je pourrais faire ça parce que j'ai compris que la plupart des gens en Afrique ont presque les mêmes projets. Donc, au lieu que chacun aille faire son petit projet quelque part pour dire, voilà, moi j'ai mon entreprise, autant mieux on crée peut-être comme une coopérative et puis on choisit un site où on va faire le même projet. Donc, la seule difficulté qu'on pourra avoir au niveau du Cameroun, je ne sais pas le cas des autres pays africains, c'est l'accès au foncier. Parce que au Cameroun, c'est plus facile de vendre 1000 hectares à un Chinois que de vendre à un Camerounais. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, si on parvient à résoudre ce problème, je pense qu'on pourra avoir beaucoup de choses à donner à l'Afrique. Bah, c'est super. Bah, en tout cas, avec African Valley, l'idée, c'est ça. Hein, nous, c'est de créer comment on appelle ça, un regroupement d'investisseurs de la diaspora, mais aussi d'autres pays. Et en effet, on peut jouer de notre double nationalité hein, dans ces cas-là. Hein. Donc, parfois, si la nationalité locale ne va pas, on prend l'autre passeport. Donc, c'est aussi l'intelligence qu'il nous faut avoir. Donc, en tout cas, moi, je suis partant avec toi pour monter ce genre de choses. Est-ce qu'il y a deux autres questions? Il y a Monsieur Dr Suleiman, parce que le temps avance, parce que c'est vraiment passionnant. Dr Suleiman, tu peux activer ton micro, comme ça, là, on est sur le temps ouvert. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir, docteur. Moi, au fait, je voulais intervenir sur un point là.
Au niveau où la dame a posé la question, les diasporas, est-ce que les diasporas peuvent investir au niveau de l'agriculture en Afrique? Moi, je pense que déjà, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'imaginer un peu la chaîne de valeur après la culture, au fait, la logistique, ne pas mettre en place un système, un dispositif, comme vous l'avez si bien dit, un dispositif qui peut mettre en valeur la logistique après la culture. Parce que je pense qu'avec ce business aussi, parce que ce business peut valoir à demander des investissements, au fait, des investisseurs. Peut-être les diasporas peuvent être investisseurs au niveau de votre business par rapport à ce niveau-là, surtout la logistique après la culture. C'est comme, je vais dire, c'est comme si déjà l'agriculture en tant que telle peut être une entité pour vous. Mais le système de distribution, la logistique, maintenant peut être une autre entité qui peut vraiment demander un investissement. Maintenant, tu peux vraiment ouvrir le capital pour inviter les diasporas à investir dans ce domaine-là. Étant donné que la logistique, surtout les camions, les véhicules, la chaîne même de la logistique vient de, je dirais, de l'extérieur. Allô? Oui, c'est la contribution Maintenant, du peut-être Suleiman. plus d'un autre. D'accord. Bon, moi, je peux répondre déjà? Oui. D'accord. Bon, je pense que côté logistique, vraiment, je n'ai pas la grande maîtrise, mais ce n'est pas un énorme problème. Le problème en Afrique, c'est la production et c'est la transformation. Donc, et je ne veux pas courir le risque de vouloir tout faire. Parce que actuellement, mon objectif, c'est d'être le leader dans la production des céréales et des volailles. Mais l'agriculture, ce n'est pas que ces deux cultures. Donc, s'il y a des gens qui veulent bien décider de devenir le leader dans autre chose, c'est toujours mieux. La tomate, par exemple, au Cameroun, les concentrés de tomates qu'on fait sont à base de tomates qui sont importées d'Italie. Donc, s'il y en a qui peuvent décider de venir se lancer à grande échelle dans la tomate, on a des ingénieurs agronomes qui ont été formés dans ces pays développés là, c'est important. Donc, mais la logistique, c'est pas vraiment... pour moi, c'est pas un problème réel. Le véritable problème, c'est comment produire et comment transformer pour l'Afrique. Donc, si ensemble, on se réunit pour pouvoir résoudre ces deux problèmes-là, la logistique sera juste une conséquence. Maintenant, peut-être que je comprends pas ce qu'il entend par logistique. Donc, il faudrait qu'il explique aussi un peu. Non, c'était bien ça. C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, toutes les entreprises en fait, qui peuvent être créées derrière ton activité. Donc, il y a le transport, il y a l'entreposage, il y a les répartiteurs, les semi-grossistes. Enfin, toi, toute cette décomposition, et comme tu l'as dit, en effet, c'est un autre métier. Et en effet, ça appelle à d'autres personnes, en tout cas, de s'engager là-dedans pour pouvoir investir. Il y a Dominique Kaouzi qui voulait intervenir. Vous pouvez décrocher votre micro. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dominique. Ok, merci Loïc. Très intéressant, je vous suis et c'était intéressant de vous voir live. Alors, ma question, vous avez Tu peux dit parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, c'était très intéressant. Merci pour votre temps. Ma question, c'est au sujet de la 7e clé. Vous parlez de commencer petit. Alors, dans le secteur du maïs, par exemple, par combien d'hectares on peut dire qu'on veut dire commencer petit? Et la sous-question, c'est est-ce que dans votre livre, vous abordez aussi le volet transformation? Vraiment, commencer petit, ça dépend des moyens de chacun. Mais avec mon expérience, je ne recommande pas à quelqu'un de se lancer dans la culture des céréales quand il veut commencer très petit. Parce que les marges dans la culture des céréales sont très faibles. Donc, pour s'en sortir, il faut faire au moins 30 hectares. Donc, s'il veut réellement commencer, il peut peut-être commencer par la culture maraîchère. Et même s'il veut commencer avec la culture des céréales, il faudrait qu'il transforme ces céréales-là. Donc, il faudrait que même à 5 hectares, qu'il ait déjà peut-être ses animaux, je
Je veux dire quoi? Il faut qu'il y ait déjà des animaux qui vont consommer le fruit de sa production. Maintenant, si on part peut-être sur le cas des arbres fruitiers, si quelqu'un a un projet, il peut peut-être commencer avec 3 hectares d'arbres fruitiers et au fur et à mesure, il augmente. Donc, pour moi, il est important de commencer petit. Comme ça, pendant qu'on évolue, même on sera en train de bien maîtriser l'évolution du marché. Maintenant, il y a la suite de ta question que j'ai oubliée. Est-ce que tu peux me rappeler? Pardon. Dominique? Oui, c'était de savoir, est-ce que vous abordez le volet transformation dans votre livre? Voilà. Bon, dans mon livre, pas vraiment, parce que quand je l'écrivais, j'étais en plein dans la production. Donc, je pense que dans le prochain que je suis déjà en train d'écrire, je vais plus mettre l'accent sur ce volet transformation parce que je n'ai pas voulu écrire ce que je ne comprends pas ou ce que je ne maîtrise pas. Néanmoins, la transformation reste un pilier essentiel du développement agricole. Parce que si on produit et on ne peut pas transformer, déjà, on ne peut pas minimiser le taux de perte post-récolte et deuxièmement, on ne peut pas apporter une certaine valeur ajoutée à ce qu'on produit. Super. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci Loïc. Vraiment, c'était passionnant. La thématique, de toute façon, nous y reviendrons à la rentrée. Aujourd'hui, c'était notre dernier after work avant la pause estivale. Nous nous retrouverons le 21 septembre pour donc là un autre thème. Ça sera sur l'intelligence artificielle dans le marketing. Donc, ça va être aussi passionnant. Et entre-temps, donc n'hésitez pas de vous inscrire sur la plateforme African Valley. Comme ça, on pourra vous renvoyer le lien du replay ce soir et aussi pouvoir, comme ça, vous verrez toutes les informations sur les pays d'Afrique, des informations économiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et aussi, ça nous permettra d'être en relation avec vous pour pouvoir communiquer sur les projets que nous portons et aussi les idées qui ont été développées ce soir, voire certaines que l'on pourra peut-être travailler en petits groupes, en tout cas pour ceux qui voudraient bien nous rejoindre pour pouvoir justement mener cette réflexion. Donc, vraiment un grand merci à tous ceux qui sont connectés parce qu'on avait au départ les gens qui se sont annoncés. Donc, il y avait du Mali, il y avait du Cameroun, il y avait d'Afrique du Sud aussi. Il y a énormément de personnes donc là d'Afrique qui sont connectées. Merci Loïc parce que cela a été possible grâce à toi. Et je vais te laisser le mot de la fin avant de nous quitter. Et si tu as quelque chose à nous dire, en tout cas, pour que nous soyons tous des agripreneurs. Bon, en fait, tout ce que je peux dire, c'est autant que faire, il faut commencer. Donc, parce que on aura beau faire des conférences comme ceci, mais si on n'a pas des gens qui passent à l'action, on ne pourra pas réellement avancer. Donc, néanmoins, je reste ouvert. Donc, tous ceux qui me contactent, ils n'ont qu'à dire qu'ils viennent de la part de Dimitri ou bien qui viennent de la African Valley. Ce sera plus important. C'est déjà une nouvelle famille. Et puis, je me ferai un plaisir de les aider et de les accompagner autant que faire se peut dans la réalisation de leurs projets. Entre-temps, je réfléchis toujours comment intégrer la diaspora dans le développement de l'agriculture en Afrique. Mais personnellement, je n'ai pas encore trouvé des solutions réelles. Donc, dès que j'aurai des solutions pour la diaspora, je ne manquerai pas d'en parler, de causer avec toi et qu'on utilise tous notre réseau et surtout la diaspora pour pouvoir développer l'Afrique. Donc, merci aussi à ceux qui ont donné de leur temps pour participer à cette réunion. C'était un plaisir de partager avec vous. Rendez-vous au sommet. Ok, oui, tout à fait. Rendez-vous au sommet, c'est ce que tu signes d'ailleurs un peu partout et on est d'accord avec cette phrase. Rendez-vous au sommet, ensemble. Merci à tous, en tout cas à vous qui êtes connectés. Et puis, donc, le 21 septembre, donc, nous nous retrouverons. Et n'hésitez pas, donc, sur la plateforme, vous aurez toutes les prochaines dates et aussi vous pourrez revoir tous les lives, les replays, pardon, des différents intervenants que nous avons eus. Toujours aussi passionnants. Donc, merci d'avoir vécu l'expérience des Afterwork African Valley et en tout cas de très bonnes vacances à tous, bien entendu avec le respect des gestes et des mesures barrières
comme on le dit, pour que chacun soit en pleine santé à la rentrée. Merci à vous et à très bientôt. Merci, Au bye revoir. bye.